À partir de maintenant, on va s'attarder plus au... Alors, dans ce premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'anatomie de l'œil, en fait, et ensuite, on va progresser un peu plus vers la physiologie de l'œil et savoir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, la première des choses ici qu'on vous présente, en fait, si je résume, l'œil, c'est pas compliqué. C'est 3 couches de tissu qui sont empilées une par-dessus l'autre, un petit peu comme un sandwich, et il y a des trous, des cavités qui ont différents noms. Puis évidemment, dans ces cavités-là, il pourrait y avoir du liquide puis différentes structures, mais en gros, c'est pas mal ça. 3 couches de tissu puis des espaces ou des cavités. La première chose à savoir, je vous dirais qu'il y a 2 grandes principales régions dans l'œil qu'on appelle des segments. Et votre point de repère, même si pour l'instant vous ne savez pas trop c'est quoi, c'est le cristallin, hein, cette espèce de lentille de forme ovale ici qu'on voit, que je pointe présentement à l'écran. Je vous en reparlerai plus en détail en temps et lieu, mais pour l'instant, reconnaissez cette structure comme un peu une frontière. Donc, il y a des éléments derrière le cristallin, puis il y a des éléments en avant. Donc, en début de session, on a déjà vu les termes biomédicaux ou qui décrivent les régions corporelles. Et postérieur, souvenez-vous, ça veut dire arrière, antérieur, avant. Donc, les 2 grandes régions de l'œil, tu as un segment arrière, donc segment postérieur, donc toute cette région que je pointe présentement derrière le cristallin. Hein, donc, je pars du cristallin, je vais vers le fond de l'œil. Et en avant du cristallin, j'ai le segment antérieur. Et ce segment antérieur se divise en 2 cavités qu'on appelle des chambres. C'est comme 2 espaces, 2 trous, si vous voulez, qu'on appelle des chambres. Donc, même chose, il y a une chambre avant, une chambre arrière, donc chambre antérieure, chambre postérieure, mais ici on fait attention en ce sens où ces 2 chambres font partie du segment antérieur. Donc on est toujours dans la partie en avant du cristallin, mais la cavité le plus en avant, si on veut, on parle de chambre antérieure, et la cavité dans laquelle le cristallin va se loger, c'est la chambre postérieure. Et justement, ces différents segments ou chambres vont être composés de différentes substances. Et déjà, on en reparlera tantôt, mais déjà, je vais vous le dire, la partie ici, donc la chambre antérieure, il y a un liquide qui ressemble beaucoup à de l'eau, qui s'appelle l'humeur aqueuse. Donc, littéralement, il y a ce liquide aqueux, ça veut dire eau, hein, donc l'humeur aqueuse qui est ici. Et vraiment, si je vous donnais un verre d'eau ou un verre d'humeur aqueuse, vous ne feriez pas la différence à l'œil. C'est vraiment un liquide transparent, très limpide, puis vraiment la consistance de l'eau. Donc ça, c'est dans la chambre antérieure. Dans la chambre postérieure, essentiellement, on va retrouver le cristallin qui va être attaché comme ça avec des petites cordes qu'on appelle des ligaments suspenseurs. Je vais vous montrer ça sur une diapo suivante. Donc déjà, vous savez un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces 2 chambres. Et si je vais dans le segment complètement en arrière, le segment postérieur, quand on regarde votre image ici dans le manuel, on a l'impression que c'est complètement vide, mais c'est faux. Il y a une substance semi-solide ici qui s'appelle l'humeur vitrée, qui est aussi un liquide, si je peux dire, je peux m'exprimer ici, transparent en fait, mais c'est semi-liquide en fait, c'est plus gélatineux, ça rappelle la gélatine ou le jello un petit peu, donc une composante un peu plus, moins aqueuse, hein? C'est pas comme de l'eau, là oui c'est transparent, mais ça ressemble à un jello transparent un petit peu, donc on appelle ça l'humeur vitrée, et cette composition semi-solide ou semi-liquide, c'est vraiment, on verra sa fonction entre autres, mais une de ses fonctions, c'est de permettre de maintenir la forme de l'œil, sinon il pourrait s'écraser sur lui-même. Donc c'est important l'humeur vitrée comme ça permet aussi de maintenir une bonne pression intraoculaire, donc la pression à l'intérieur de l'œil soit suffisante et équivalente. Donc si on pousse vers l'extérieur, vers l'intérieur comme ça, que ce soit à peu près équivalent à la pression externe comme ça pour maintenir en place. Parce qu'évidemment, si ça pousse plus fort de l'extérieur puis il n'y a pas assez d'humeur vitrée, on pourrait écraser l'œil. Et l'inverse est aussi vrai. S'il y avait trop d'humeur vitrée puis on pousse plus fort, on pourrait comprimer la rétine. Donc c'est important de maintenir cette pression-là. Et une des façons de faire, c'est justement d'avoir suffisamment d'humeur vitrée dans la partie postérieure ou le segment postérieur. Donc, maintenant, vous êtes plus à l'aise avec les différents segments et chambres. Si on continue un peu plus en détail, je vous disais qu'un œil, c'est différentes cavités, je viens de vous les décrire, mais c'est aussi 3 couches de tissus différents qui sont écrits ici en bleu, rouge et vert. Et c'est pas compliqué, c'est le concept d'un sandwich, hein, 3 étages, donc 3 couches de tissus conjonctifs qui ont leurs propres caractéristiques. Et ils ont leur propre nom, mais ici, on vous parle de leur composition un petit peu. Donc, si ici, on va dire que sur mon tableau, c'est la partie la plus interne de l'œil, et ici, je suis à l'extérieur de l'œil.
Donc, quand vous regardez quelqu'un dans le blanc des yeux, vous regardez comme ça ici, vous voyez le blanc. Et justement, le blanc, pourquoi vous voyez le blanc de l'œil, du globe oculaire? C'est simplement parce que la tunique ou la couche de tissu extérieur est blanche, elle est très fibreuse et va porter le nom de sclère, ou parfois on dit la scléroïde, c'est la même chose. Donc, la sclère, c'est vraiment l'étage le plus haut. Hein? C'est vraiment la couche extérieure. Si je viens sur le dessin ici, c'est ce que je pointe avec la flèche. Donc, c'est sûr ici, c'est pas carré comme je l'ai fait, c'est juste pour nous aider, mais l'œil est sphérique. Hein? Le globe oculaire, c'est donc une forme sphérique. Donc, la sclère va comme ça épouser la forme de l'œil et c'est la couche la plus extérieure. Elle est très fibreuse. Ça veut dire qu'elle a des protéines fibreuses de forme allongée, comme du collagène, exemple et tout, qui va s'accumuler comme ça et qui va donner une certaine résistance à l'œil. Et ça m'amène à vous parler des fonctions. Hein. Là, on fait de l'anatomie, mais je vais déjà quand même vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, ces parties-là. Donc, évidemment, c'est bien important d'être capable, pour l'examen, d'identifier les différentes structures de l'œil que je vais pointer présentement, mais aussi connaître un peu leurs fonctions. Donc, pour moi, la sclère, il y a comme 2 fonctions à noter dans votre cahier de notes. Donc, à quoi ça sert cette couche externe? Bien, la première fonction, c'est de protéger l'intérieur de l'œil. Donc, c'est une fonction de protection. Il y a une poussière qui tombe, un microbe, vous recevez un coup, ou peu importe. C'est une couche épaisse, la sclère, très fibreuse, qui est là pour vous protéger. OK? Donc, protéger l'œil. Ensuite, elle contribue aussi à donner la forme de l'œil. Si la sclère devient déformée, votre globe oculaire va être déformé, puis toute la réfraction des rayons pourrait être affectée, puis la vision, ultimement, pourrait être affectée également. Donc, généralement, c'est de maintenir la bonne forme de l'œil aussi. OK, donc, maintenir la forme de l'œil, du globe oculaire, si vous préférez, protéger, c'est le rôle de la couche externe, qui est la sclère, ou la scléroïde, c'est la même chose. La couche du centre, donc dans le milieu intermédiaire, c'est la choroïde. Donc, si je reviens sur votre schéma, c'est la couche ici qui est en rouge, qui est picotée un petit peu ici. Donc, c'est une couche ou une tunique vasculaire. Ça veut dire qu'elle est très riche en vaisseaux sanguins. Et si je pose la question, à quoi ça sert les vaisseaux sanguins? Bien, vous le savez, hein, c'est certainement pour alimenter les cellules. On amène les nutriments, le glucose, l'oxygène, qui est nécessaire à la survie de la cellule. Et ça, c'est un élément que vous remarquez à certains endroits de l'œil, il n'y aura pas de vaisseaux sanguins. Donc, la choroïde devient extrêmement importante. Et c'est ce qu'on voit ici, les points bleus, c'est les veines, puis les points rouges, c'est les petites artères, puis les capillaires, etc. Et c'est très, très, très vascularisé. C'est pour ça qu'on dit que c'est une tunique vasculaire. Pas beaucoup de fibres ici. Ici, il y a beaucoup de sang, très vascularisé, et ça va nous permettre, comme ça, d'alimenter l'ensemble des cellules de l'œil. Donc, la première fonction de la choroïde, il y en a 2 principalement, mais la première fonction de la choroïde, c'est de nourrir l'œil, d'amener les nutriments, l'oxygène, le glucose. Si la choroïde ne faisait pas le travail, bien, les cellules commenceraient à mourir. Okay? Donc, c'est très important, fonction de nourrice. Beaucoup de faisceaux sanguins pour amener les nutriments. L'autre chose, on ne le voit pas ici, mais si vous avez déjà fait une section de l'œil au secondaire, vous allez vous réaliser que la couche, elle est noire. Donc, il y a beaucoup de pigments qu'on appelle la mélanine, qui est une protéine de couleur foncée, qui peut colorer la peau. Hein. Si vous avez la peau pâle, vous prenez du soleil, bien, une réaction de défense, c'est de faire de la mélanine pour protéger l'ADN des cellules de la peau, hein, protéger le noyau. C'est ce qui colore vos cheveux, votre peau, vos yeux. Et c'est aussi ce qui va colorer la choroïde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mélanine dans la choroïde. Et cette mélanine-là, cette protéine-là, sombre, sert à une chose, et ça, vous allez le noter, à absorber le surplus de lumière. Donc, tous les rayons lumineux qui vont pénétrer l'arrière de l'œil comme ça pour aller stimuler les photorécepteurs, générer des influx nerveux qui vous permettent de voir, mais il y a trop, vous pourriez être ébloui, en fait. Donc, la lumière parasite qu'on appelle, donc ce surplus de rayons lumineux qui pourrait nous éblouir, va être absorbé en partie par la choroïde grâce à la mélanine, ce pigment-là. Donc, en fait, il y a 2 choses à retenir ici. La première, c'est d'être capable d'identifier sur un schéma la présence de la choroïde, donc la couche en rose ici, la tunique intermédiaire, et sa fonction, bien évidemment, nourrir l'œil par ses vaisseaux sanguins, donc très riche en vaisseaux sanguins, et absorber la lumière comme ça, parasite, le surplus de lumière, pour améliorer la vision, en fait. Sinon, on serait comme plus ébloui. Et la couche la plus interne, c'est la rétine. Donc, c'est la couche vraiment
la plus intérieure, très fragile. La rétine, on ne l'a pas dit ici, mais si on veut rester fidèle, tunique fibreuse vasculaire, bien, la rétine, c'est une tunique nerveuse. C'est là qu'on retrouve les neurones sensitifs ou afférents, si vous préférez, qui vont être impliqués dans l'analyse, en fait, dans le fait de capter les rayons lumineux avec des photorécepteurs. Et ces cellules nerveuses, ces neurones, vont, une fois stimulés, produire des influx nerveux qui seront éventuellement interprétés par les aires visuelles de l'encéphale. Et là, on pourra intégrer donc le message, l'influx nerveux pour vous donner la perception de la vision. Okay, donc, sa fonction, vraiment, c'est de transformer les rayons lumineux, on pourrait dire ça comme ça. Donc, au niveau de la rétine, on transforme les rayons lumineux en influx électrique, en influx nerveux, qui sera éventuellement interprété pour vous donner le sens de la vision. Okay, donc, ça, c'est la fonction de la rétine. Ça, c'est la base. Vous avez donc vos 3 tuniques. Maintenant, pour ceux qui ont un bon sens d'observation, on va réaliser que, surtout pour la tunique fibreuse et vasculaire, donc la sclère et la choroïde, il y a des transformations et elles vont se modifier. Donc là, je vais aller un peu plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si je retourne à la couche extérieure, la sclère qui est ici, donc je vous disais protégée, donne la forme de l'œil, parfait, mais regardez bien ce qui se passe. C'est blanc partout comme ça. Et quand j'arrive au niveau comme ça du devant de l'œil, bien évidemment, si la sclère restait blanche, comme ça, bon, on serait aveugle. Il y a des gens, à la naissance, que la partie du devant de l'œil reste blanche. Donc, ça fait un œil blanc complètement. On ne voit pas l'iris qui est caché en arrière. Alors, la partie en avant de l'œil devra devenir transparente pour permettre le passage de la lumière. Pour ceux que ça intéresse, si c'est tout blanc, aujourd'hui, c'est pas compliqué, on peut faire une petite opération comme ça. Généralement, la partie transparente est cachée derrière l'œil. Des fois, c'est vraiment une malformation. Il y a une production d'une protéine, la cristalline, une protéine transparente qui n'est pas faite, là, on peut rien faire. Mais des fois, c'est simplement une malformation et on gratte un petit peu, on enlève la couche, la sclère du dessus, puis on peut dégager comme ça la partie transparente qui s'appelle la cornée, en fait. Et je veux que vous sachiez, en fait, ces 2 choses. Ce que j'encadre ici, donc évidemment, la couche du devant, la cornée, c'est simplement un prolongement de la sclère qui devient transparent. Et la fonction de la cornée, c'est simplement de permettre le passage des rayons lumineux vers la rétine. Donc, avec une flèche, les rayons lumineux qui passent comme ça dans la cornée va... On appelle ça une réfraction, va faire dévier les rayons lumineux vers le cristallin qui, à son tour, va faire dévier les rayons lumineux vers les différentes régions de la rétine. Et c'est ça son travail. Hein? On pourrait dire ça comme ça. La cornée, c'est de permettre le passage de la lumière vers la rétine pour qu'on puisse analyser ces rayons lumineux. Il y a une deuxième fonction que vous devez noter. La cornée sert à la protection aussi, comme la sclère. Donc, évidemment, elle est transparente pour permettre le passage de rayons lumineux. Ça, c'est sa première fonction, mais c'est aussi une couche protectrice. Donc, les poussières, les bactéries qui voudraient passer et infecter votre œil ou briser votre œil ne peuvent pas. Ils vont être bloqués par la cornée. C'est donc comme une petite couche comme ça transparente qui protège aussi les structures postérieures de l'œil, ou internes, les structures internes de l'œil. Et pourquoi c'est transparent? Bien, c'est difficile à croire, mais il y a une protéine, ça c'est pas retenu, c'est de la culture, mais ceux que ça intéresse, il y a une protéine assez spéciale qu'on appelle la cristalline. On a bien choisi son nom, c'est une protéine qui rappelle un peu le cristal, c'est transparent. Et l'accumulation de ces protéines-là va permettre le passage de la lumière. Ça donne vraiment un aspect transparent comme ça. Il y a des animaux dans la nature, certains poissons entre autres, qui ont de la cristalline et on peut voir les organes internes. C'est vraiment, là, ça laisse passer les rayons lumineux comme ça. C'est assez fascinant. Mais bon, ça c'est de la culture. Je suis un cours de bio-humaine, donc tout simplement comprendre que la sclère doit devenir transparente et la portion transparente porte le nom de cornée pour permettre le passage des rayons lumineux et protéger. La même idée pour la choroïde, il y a des prolongements aussi en 2 structures, en fait. Donc, toujours la choroïde, qui est une tunique vasculaire, la couche en rose ici, très riche en vaisseaux sanguins. Regardez bien ce qu'elle va faire. Elle va se transformer, donc regardez bien, on fait le tour, choroïde, puis aussitôt que ça devient un peu plus large ici, elle va se transformer en 2 structures, en fait. Surtout une que je vais parler maintenant. Je vais tenter de l'encercler avec mon crayon. Donc, il y en a ici. Ce que j'ai encerclé en rouge, c'est un prolongement de la choroïde qu'on appelle le corps ciliaire. Il y en a un en haut, et il y a le prolongement de la choroïde en bas ici, que je vais aussi encercler ici, qui est également un corps ciliaire, mais plus bas. Et
Comme c'est un prolongement de la choréide, cette région-là est très riche aussi en vaisseaux sanguins. On distingue les muscles ciliaires des procès ciliaires. C'est correct. Pour l'instant, je ne fais pas la distinction. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de connaître les deux fonctions du corps ciliaire. Tantôt, je vous parlais d'humeur aqueuse. Donc, la première fonction du corps ciliaire, c'est de produire l'humeur aqueuse, ce liquide transparent qu'on parlait tantôt. Et l'humeur aqueuse, en fait, je vous ai dit tantôt, si vous avez bien suivi la capsule, qu'elle va s'accumuler comme ça dans la cavité, la chambre antérieure ici, qui est un gros trou. Donc, derrière la cornée, avant d'arriver à l'iris ici, là, donc, j'ai cet espace-là rempli d'humeur aqueuse. Mais ça vient d'où l'humeur aqueuse? C'est le corps ciliaire qui la produit. Donc, le liquide va comme ça tomber dans la chambre antérieure, s'accumule dans la chambre antérieure et va être évacué par un réseau de canaux qui ne sont pas à l'étude dans mon cours. Donc, c'est pas grave, mais sachez par contre que l'humeur aqueuse, contrairement à l'humeur vitrée, qu'on ne produit pas, qu'on reste pris un petit peu avec cette quantité. L'humeur vitrée, là, vous avez une certaine quantité à la naissance, on en produit un peu, puis après on arrête. Elle n'est pas renouvelée. L'humeur vitrée reste coincée là. L'humeur aqueuse, c'est l'inverse, c'est toujours renouvelé. Donc, la production de maintenant vient lubrifier comme ça les structures que je pointe présentement, l'iris, le cristallin, tout ça, la cornée, face interne de la cornée, mais éventuellement, on va évacuer. Puis là, vous continuez à en produire. Donc, la production est en continu. Et puisque je vous parle déjà de l'humeur aqueuse, il y a déjà deux fonctions à noter. L'humeur aqueuse agit comme un lubrifiant pour les structures internes comme ça ici de l'œil, mais surtout, et ça c'est très important de le comprendre, l'humeur aqueuse sert à nourrir, donc fournir les nutriments pour la cornée. Et ça c'est très très important de le comprendre. Okay? Donc, l'humeur aqueuse qui est produite par le corps ciliaire va servir essentiellement à nourrir la cornée. Oui, c'est un lubrifiant également, mais surtout ça. Parce que je vous pose la question, si vous remarquez, la choréide, elle est très riche en vaisseaux sanguins, mais hop, dans la cornée, j'en vois pas de vaisseaux sanguins. Pourquoi? Pourquoi que la cornée, il y a des cellules là-dedans qui doivent survivre. C'est plein de cellules, la cristalline, donc ces cellules qui produisent les protéines transparentes. Ben, s'il y avait des vaisseaux sanguins, est-ce que vous pourriez voir? Bien sûr que non. Les vaisseaux sanguins seraient ici, le sang, ça... En fait, on va bloquer le passage des rayons lumineux, puis on serait aveugle ou une vision terriblement faible. Donc, on ne peut pas avoir de vaisseaux sanguins. Alors, comment on fait pour les nourrir, ces cellules-là? Bien, la stratégie que l'évolution a choisie, ça a été de produire comme ça de l'humeur aqueuse qui va venir entrer en contact avec la cornée et fournir les nutriments vers les cellules comme ça, qu'on ne voit pas ici, mais qui sont dans la cornée. Donc, très important de comprendre la fonction, justement, de l'humeur aqueuse. Donc, là, je résume, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est très simple. La couche du centre, la choréide, qui est riche en vaisseaux sanguins pour nourrir l'œil, se prolonge en corps ciliaire. Corps ciliaire produit une humeur aqueuse qui se ramasse dans la chambre intérieure ici, qui sert non seulement à lubrifier, mais aussi à nourrir la cornée. Maintenant, il y a une deuxième fonction au niveau du corps ciliaire, c'est de maintenir en place le cristallin. Et regardez comment ça marche. Vous voyez des espèces de petites cordes ici, on appelle ça les ligaments suspenseurs. Il y en a en haut, il y en a en bas. Donc, ces ligaments suspenseurs, on peut modifier, avec le muscle ciliaire ici, on peut modifier la tension. Hein? Le muscle peut se contracter, tirer sa petite corde sur le ligament ou la relâcher, ce qui va modifier la forme du cristallin. Donc, on va pouvoir ajuster notre vision, on verra ça tantôt. Pour l'instant, je veux que vous reteniez seulement ceci. Au niveau du corps ciliaire, non seulement sa première fonction qu'on a vue qui sert à produire de l'humeur aqueuse, la deuxième fonction, on va former les ligaments suspenseurs. Donc, vous remarquez que les ligaments suspenseurs sont attachés au corps ciliaire et ils vont relier, donc, le point d'ancrage est au corps ciliaire et viennent se fixer sur le cristallin. Donc, on pourrait dire ça autrement, le corps ciliaire contient les ligaments suspenseurs qui permettent de maintenir le cristallin en place. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Ces ligaments suspenseurs permettent de maintenir le cristallin en place. Puis en plus, en se contractant ou non, donc au niveau des muscles du corps ciliaire, on va permettre de tirer ou non sur les ligaments, ce qui va modifier la forme du cristallin pour adapter, accommoder notre vision. Donc, il se passe pas mal de choses au niveau du corps ciliaire. Et
oui, c'est un prolongement de la choroïde, mais là, on change complètement de fonction. Il y a une certaine fonction de nourrice en produisant l'humeur aqueuse qu'on ne peut pas faire ailleurs, mais c'est vraiment dédié pour la cornée, contrairement au reste de la choroïde qui nourrit l'ensemble de l'œil. Et en plus, on maintient le cristallin en place avec les ligaments suspenseurs qui sont eux-mêmes attachés comme ça au corps ciliaire. Donc, c'est pas plus compliqué. Et pour la rétine, ben, ça reste la rétine. On verra plus tard comment elle fonctionne. Donc, on a déjà pas mal d'éléments en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici derrière l'œil? Vous remarquez que, en fait, c'est peut-être pas très clair, mais ici, c'est un paquet d'axones qui sont enfermés ensemble dans 3 couches de tissu conjonctif. Il y a des vaisseaux sanguins au centre. C'est donc un nerf, et c'est évidemment le nerf optique. Donc, le nerf optique va amener les influx nerveux vers les structures de l'encéphale pour analyser justement ce que vous voyez. Donc, en fait, il y a cette espèce d'espace ici où il n'y a pas de photorécepteur. On verra le nom tantôt. En fait, on appelle ça la tache aveugle. Et il n'y a pas de photorécepteur. Donc ici, littéralement, vous ne pouvez rien voir. Les photorécepteurs vont être dans la rétine. Donc la rétine, aux autres endroits de la rétine, en fait, qu'on voit bien ici la couche. Donc ça, ici, c'est bourré de photorécepteurs. Mais le point d'entrée du nerf optique, bien évidemment, il n'y a pas de photorécepteur. C'est des axones comme ça qui se prolongent. Donc on peut reconnaître comme ça le nerf optique. L'autre structure que je n'ai pas beaucoup parlé, je le pointe ici. Un autre prolongement de la choroïde, donc on le voit ici, ça fait le corps ciliaire, mais on continue. Donc, ce que j'ai pointé avec la flèche, c'est l'iris. Et l'iris, que j'enseigne présentement, c'est un prolongement de la choroïde. Donc, c'est un tissu qui est très, très riche. C'est une structure très, très riche en vaisseaux sanguins aussi, mais fonction particulière, l'iris. Donc, l'iris, pour qu'on s'entende, si vous avez les yeux bleus, c'est la partie bleue. Si vous avez les yeux bruns ou verts, c'est la partie colorée de votre œil. Et en fait, cet iris, c'est une double couche. En fait, il y a 2 types de muscles de forme sphérique qui vont composer l'iris. C'est non seulement une couche très vascularisée, c'est aussi 2 muscles sphériques, qu'on verra leur nom tantôt, là, c'est pas à retenir, et peuvent se contracter ou se relâcher. Donc, à l'heure actuelle, la seule chose que vous compreniez, c'est que l'iris a la capacité de se contracter, de se fermer ou de se relâcher. Et selon la contraction ou non de ces muscles-là dans l'iris, on va ajuster le diamètre de la pupille pour ajuster, comme ça, la quantité de rayons lumineux qui va passer dans la pupille. Je vais vous donner une définition de l'iris pour vos notes de cours, mais ensuite, vous allez écouter mes explications, que ça soit clair, parce qu'il y a une confusion qu'on traîne souvent dans la culture populaire. Donc, l'iris, en fait, si on veut une définition, c'est simplement, oui, effectivement, un prolongement de la choroïde, mais surtout, couche musculaire, donc une série de couches musculaires sphériques qui, en se contractant ou en se relâchant, permet d'ajuster la quantité de lumière qui passe à l'intérieur de l'œil. Donc, si vous êtes dans une région très, très lumineuse, c'est en plein jour, le soleil éblouissant, on s'arrange pour contracter l'iris et l'espace ici va être minimal, donc il y a moins de lumière qui rentre. Si c'est la nuit, vous vivez en plein, je ne sais pas, pour la salle de bain lorsque vous dormez, bien évidemment, il y a très peu de lumière dans l'appart. Qu'est-ce qui se passe? Bien, là, on va aller maximiser l'ouverture ici. Donc, on va s'arranger pour que l'iris puisse se relâcher et en agrandissant comme ça l'espace au centre, ça va maximiser la quantité de rayons lumineux pour aller chercher un maximum de lumière pour essayer d'avoir une bonne vision. Donc, la quantité de lumière qui va percuter la rétine est contrôlée par l'iris. C'est vraiment comme une anneau, une porte qui se ferme ou qui se rouvre. Elle se ferme, l'espace est plus petit, il y a moins de lumière qui rentre. Elle s'ouvre, elle se relâche au maximum, et une quantité maximale de lumière qui va entrer. Donc, on ajuste vraiment la quantité de lumière qu'on veut donner à la rétine pour la vision. Et la confusion vient du terme pupille. La pupille, tout le monde sait que c'est le petit point noir. Et comme il y a une cornée par-dessus, vous pensez toujours que c'est comme, ben, je me mets le doigt dans l'œil, je peux pas, c'est plein. Mais la pupille, c'est un trou. C'est littéralement un trou, une ouverture. C'est l'ouverture, et si elle est noire, c'est parce que vous voyez le fond de l'œil, en fait. Un médecin, un optométriste peut regarder le fond de votre œil, regarder la rétine en mettant une lumière qui passe dans le trou, vous allez le voir le fond de l'œil. C'est une ouverture directe. Littéralement, vous pourriez, s'il n'y avait pas de cornée, on pourrait mettre un objet qui passe au travers, là. Donc, c'est vraiment un trou.
Et ça mène une confusion parce que dans le langage courant, je n'enlèverai pas des points, je suis le premier à le dire. La pupille dilatée, la pupille contractée chez mon patient, okay, ça va indiquer certains problèmes ou certaines conditions. Et là, vous faites une fausse conception à partir de là, c'est la pupille qui se dilate, qui se contracte. Et c'est faux, c'est de l'air, c'est un trou. Okay? C'est l'iris qui se contracte, qui se dilate. Et ça, c'est bien important de le comprendre. Si l'iris se contracte, c'est sûr qu'elle s'en va vers le centre en se contractant, j'ai moins d'espace, comme un trou de beigne. Le trou du beigne, c'est la pupille. Donc, si le beigne est très, très épais, puis il se rapproche vers le trou du centre, la pupille a moins d'espace. La pupille, on dit qu'elle est contractée. En fait, c'est les muscles qui sont contractés de l'iris et la pupille est dans sa position la plus petite. Ça laisse passer moins de lumière. Mais c'est un trou, tu ne peux pas contracter de l'air. Tu ne peux pas contracter un trou. Donc, ça ne me dérange pas que vous dites pupille contractée, vous allez utiliser ce terme-là à tour de bras à l'hôpital. Mais gardez en tête que des fois, j'entends dire « Oui, il faut que je contracte la pupille. » Donc, sa pupille qui contracte les muscles. Il n'y a pas de muscle, c'est de l'air. C'est l'iris qui se contracte autour ou qui va... Quand vous me parlez d'une pupille dilatée, c'est le même concept. C'est juste qu'on va s'arranger au niveau musculaire, au point de vue de l'iris, permettre une relaxation maximale ici, ou en tout cas, on va tirer, on verra comment que les muscles travaillent tantôt, mais on va tirer vers l'extérieur, comme ça, l'iris, pour agrandir l'espace. Donc là, on dit que la pupille est dilatée, mais c'est toujours le travail musculaire de l'iris qui permet d'ajuster la taille de la pupille et la quantité de lumière. Donc, une bonne façon de dire, en fait, si on veut vraiment bien comprendre la mécanique, c'est que par ces contractions musculaires ou ces relâchements musculaires, l'iris ajuste le diamètre de la pupille qui permet d'ajuster la quantité de rayons lumineux qui va entrer ou non. Okay? Parce qu'évidemment, ça va de soi. Tous les rayons lumineux qui frappent ici le côté de votre œil, vous n'allez jamais voir ça. Ça ne passe pas à travers. Votre vision se passe au niveau de la cornée. Les seuls éléments lumineux que vous pouvez percevoir, c'est les rayons lumineux qui vont percuter la cornée. Et je vais aller plus loin que ça, on ne passe pas à travers de l'iris, on passe par la pupille. Donc, les rayons lumineux qui frappent ici ne seront pas perçus, qui frappent ici ne sont pas perçus. C'est ce qui va passer à travers l'iris, la pupille, pardon, comme ça, qui va percuter le cristallin et qui sera dévié vers la rétine que vous allez pouvoir voir. OK? Maintenant que vous savez tout ça, bien là, évidemment, il y a des éléments que je vais passer un peu plus vite. Tout simplement parce que je les ai déjà dit un petit peu d'avance, donc ça va être une répétition. Le corps ciliaire, l'iris, ça va, j'en ai parlé. Donc les 3 couches, parfait. Maintenant, petite parenthèse médicale, il y a une maladie qui s'appelle l'albinisme. Hein, vous le savez possiblement, la peau qui est soit décolorée. Donc en fait, c'est une maladie génétique qui fait en sorte que la personne ne produit pas de mélanine. Et j'en ai parlé tantôt, la mélanine, c'est simplement cette capacité à produire une protéine qui va colorer la peau, les cheveux. Et l'albinisme, il y a des formes très, très sévères, des formes moins sévères comme intermédiaires. Donc, souvent, la peau va être décolorée, les cheveux aussi, mais les yeux peuvent être bruns, exemple, ça peut arriver. Mais il y a la forme génétique la plus grave, c'est qu'il y a vraiment zéro mélanine de produit dans tous les endroits du corps. Et dans cette forme-là, non seulement les cheveux sont décolorés, la peau est décolorée, mais on va se rendre compte aussi qu'il n'y a pas de mélanine au niveau de l'iris. Donc, les yeux ne sont pas colorés. Les yeux ne sont pas bruns ou rien. Et parfois, ils vont apparaître comme rouges. Et souvent, vous vous demandez pourquoi, mettons, quelqu'un qui est albinos a les yeux rouges. Bien, c'est simplement la choréide qui se reflète. Donc, si vous vous souvenez, dans la choréide, on avait beaucoup de vaisseaux sanguins, donc très riches en sang. Et ce que vous voyez, en fait, avec les yeux rouges, bien, c'est l'afflux sanguin dans la choréide qui se reflète. Et le sang est rouge, bien évidemment, c'est ça que vous voyez. S'il n'y a pas de mélanine, bien, vous voyez la choréide, entre guillemets. OK? Au niveau de l'iris, évidemment. Donc, c'est comme si l'iris, vous voyez les vaisseaux sanguins de l'iris, on pourrait dire ça comme ça. Donc, voilà, c'est une petite anecdote. Maintenant, je vous parlais vraiment beaucoup de l'iris, de la pupille, comment ça marche et tout ça. Donc, on va le voir ici. Il y a comme deux situations. Une situation où la lumière, elle est très vive. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière. Ou l'autre situation, la lumière est faible. OK? Donc, très peu. Exemple, une vision de nuit, très peu. Avant que je vous explique comment ça marche, ton premier réflexe, c'est déjà de comprendre, bien, si j'ai beaucoup de lumière, est-ce que je vais agrandir la pupille ou la rapetisser? Bien, évidemment, vous la rapetissez. Pourquoi? Parce que trop de lumière, ça va vous éblouir. Donc, on diminue l'espace, le diamètre de la pupille,
pour limiter la quantité de rayons lumineux. Mais si c'est la nuit et il y a très peu de lumière, vous avez besoin d'un maximum d'informations visuelles pour essayer d'avoir la meilleure vision possible. Donc, on va s'arranger pour que la pupille devienne dilatée. Puis évidemment, il y a beaucoup plus de rayons lumineux qui passent dans la situation de droite que de gauche. Donc, dans ce cas-ci, ça va maximiser votre vision. Vous devriez avoir une meilleure vision que si, exemple, la lumière est faible et que vous restez contracté, ça ne fonctionnerait pas. Et la question, c'est de savoir, mais comment on fait pour, justement, ajuster la pupille et comment l'iris se comporte? Donc, première des choses qui est importante de comprendre, c'est qu'il y a deux muscles de forme sphérique, le muscle sphincter et le muscle dilatateur. Et la première confusion, et je ne peux pas vous blâmer, parce que tantôt, quand j'ai commencé cette partie de la matière, la façon que je parlais amenait déjà une confusion. Je ne voulais pas aller trop dans le détail musculaire, mais je parle de contraction musculaire, de relâchement, ce qui n'est pas faux. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que probablement tu pensais que le muscle, qu'il y avait un seul muscle qui se contracte, puis quand il se relâche, on va dans les deux, dans un ou l'autre des cas. Et c'est faux. C'est deux muscles qui se contractent, c'est juste que ce n'est pas le même muscle. Donc, dans la situation de gauche, il y a un muscle qui se contracte pour faire en sorte que la pupille soit justement à sa taille minimale. Mais dans la situation de droite, c'est un autre muscle qui se contracte pour agrandir l'iris et la pupille. Et ça vous mélange parfois. Donc, faire attention, c'est toujours un muscle qui se contracte, mais le nom du muscle est différent. Donc, c'est comme deux couches de muscles différents. Le premier ici, au centre, comme ça, c'est le muscle sphincter. Lui, quand il se contracte, il va tirer, si vous voulez, il va faire en sorte que le diamètre de la pupille diminue. Donc, on va contracter vers le centre comme ça, et ça va laisser moins d'espace au niveau de la pupille. Mais si au contraire, vous voulez relâcher, en fait, pas relâcher, je me suis mal expliqué, agrandir la pupille pour qu'elle devienne dilatée, bien là, c'est le muscle dilatateur qui va se contracter. Et le nom est très bien dit, dilatateur, c'est pour dilater la pupille. Sphincter, c'est contracter. Et les deux muscles, quand ils vont se contracter, on fait l'effet inverse. Et là, souvent, vous vous dites, ben, comment c'est possible qu'un muscle, en se contractant, va agrandir la pupille? Ben, regardez les flèches ici. C'est que tantôt, on contracte dans ce sens-ci pour diminuer la taille, le diamètre de la pupille. Mais ici, on va tirer vers les coins comme ça, vers comment je dirais, la région extérieure de l'iris. C'est le terme que je cherchais. Donc, quand il y a contraction du muscle dilatateur, on tire comme ça vers l'extérieur, l'iris, et ça va agrandir la pupille. Et dans les deux cas, c'est contrôlé de façon involontaire, inconsciente, donc c'est la composante du système nerveux autonome. C'est la composante du système nerveux, qu'on appelle le système nerveux autonome, qui contrôle ça. Donc, on se souvient un petit peu des dernières séquences, des dernières capsules. Tu lèves la main, c'est toi qui décides, c'est le système nerveux somatique, c'est une réponse volontaire, mais quand on est ici au niveau des organes, au niveau du système nerveux autonome, ben, on va contrôler la réponse des organes. Donc, dans ce cas-ci, ces systèmes nerveux autonomes, vous ne pouvez pas vous dire de façon consciente j'ouvre la pupille ou non. Okay? Et je sais que vous ne connaissez pas beaucoup encore le parasympathique du sympathique. On n'a pas vraiment beaucoup parlé. On va voir ça dans les prochaines capsules, quand on sera rendu dans le système nerveux autonome. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu du par cœur, sans trop de logique. Ça va prendre plus de logique dans les prochaines capsules, mais vous devez quand même le savoir, donc, pour l'instant. Donc, si vous voulez contracter votre pupille, parce qu'il y a trop de lumière, c'est le système nerveux autonome parasympathique qui s'occupe de ça. Et ces neurones, ces nerfs parasympathiques vont permettre la contraction du muscle sphincter, ce qui va entraîner une contraction du diaphragme et diminuer le diamètre de la pupille. Donc la pupille est en position contractée, moins de lumière qui rentre, ce qui fait du sens parce que vous en avez trop. Mais si vous manquez de lumière, on fait l'inverse. Là, on va partir avec le système nerveux autonome, mais sympathique. Et c'est donc un autre nerf, c'est un autre, d'autres axones. Et ce nerf sympathique va aller contracter, stimuler pour contracter le muscle dilatateur qui va, comme ça, pousser l'iris vers l'extérieur. Et en faisant ça, ben, ça va augmenter la taille de la pupille, et en augmentant son diamètre, il y a plus de lumière qui rentre, ce qui va permettre également une meilleure captation, si vous voulez, des rayons lumineux.
il y a des gens qui connaissent un peu le sympathique aussi parce qu'ils ont fait de la bio un petit peu, puis on verra ça éventuellement, mais c'est aussi un système qui est utilisé en situation de stress ou dans les sports ou quand vous faites un examen, quand vous êtes stressé. Donc, ici on vous parle quand la lumière est faible, c'est vrai, mais même si la lumière est vive, parfois, si vous êtes stressé, on peut stimuler comme ça une pupille dilatée. Pourquoi? Parce que quand vous êtes stressé, le mode de défense est de dire, j'ai besoin de beaucoup d'énergie au cerveau pour prendre des bonnes décisions, que ce soit dans un sport, une situation pour votre survie ou un examen. C'est le même réflexe pour votre cerveau. Plein d'énergie dans les muscles. Donc, on favorise la réponse énergétique des muscles pour pouvoir se défendre, pour pouvoir faire le sport. Donc, même chose. Mais la même idée, on veut la meilleure vision possible pour bien interpréter ce qui se passe. Que ce soit dans un sport ou un examen ou pour votre survie, c'est la même logique. Le sympathique veut la meilleure information possible. Et c'est pour ça qu'on va, le sympathique, même si la lumière serait vive, c'est possible de provoquer cette situation-là en stress. C'est une réponse qui l'emporte, simplement pour maximiser les rayons lumineux puis avoir la meilleure vision possible. Ceci étant dit, on en reparlera en système nerveux autonome. Pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est la situation normale, pas de stress. Donc, chez une personne normale, si la lumière est vive, c'est quoi la réponse enclenchée? Si la lumière est faible, c'est quoi la réponse enclenchée? Donc, connaître les deux composantes du système nerveux autonome qui est impliqué, le nom des deux muscles et l'effet ultime, final, sur la taille, ou si vous préférez, le diamètre de la pupille. Donc ça, évidemment, c'est bien important de le comprendre et d'être capable de me l'expliquer comme je viens de le faire. Pour votre culture personnelle, vous le savez probablement, vous avez vu ça à la télé, vous le savez, vous l'avez vécu. Souvent, le médecin met une petite lumière comme ça pour regarder si la pupille se dilate ou pas. C'est un peu... Il peut y avoir plusieurs raisons, mais une des raisons pourquoi le médecin fait ça chez son patient, c'est de tester justement s'il y a une atteinte au niveau du système nerveux, particulièrement le système nerveux autonome. Donc, si je mets de la lumière vive, normalement, cette réponse automatique de votre corps fera en sorte qu'on va permettre la contraction du muscle sphincter et contracter la pupille. Mais si votre pupille reste dilatée comme ça, là, on sait qu'on ne répond pas au stimulus. Et si la pupille reste dilatée, ne bouge pas, puis il n'y a pas d'ajustement au niveau des muscles ici, ça suggère souvent une atteinte neurologique, peut-être au niveau du système nerveux autonome. Donc, il y a peut-être des nerfs crâniens qui ont été touchés. Donc, il y a évidemment des nerfs crâniens qui vont contrôler justement ces deux muscles-là pour ajuster le diamètre de la pupille. Okay? Donc, je ferme la parenthèse. C'est la raison, tout simplement, pour laquelle le médecin va faire ça. Maintenant, la dernière couche qu'on a vue très rapidement, la rétine. On va ajouter un petit peu des détails. Donc, à ce niveau-ci, la rétine, il y a une partie pigmentaire et une partie nerveuse. Donc, la partie nerveuse, comme le nom l'indique, c'est la partie où on retrouve les photorécepteurs, les cellules nerveuses, qui donc va être très importante pour l'interprétation de ce que vous voyez. Par contre, la partie pigmentaire, c'est une partie de la rétine qui ne participe pas à la production d'un flux nerveux. Elle contient du pigment qui permet d'absorber la lumière parasite aussi. Donc, en fait, si vous suivez bien, vous venez de réaliser qu'il y a deux endroits dans l'œil essentiellement où on peut absorber le surplus de lumière. Il y a la choréide qu'on a vu tantôt, donc la couche intermédiaire avec la mélanine et le pigment noir qu'on a vu tantôt. Et là, il y a un autre endroit au niveau de la rétine qu'on appelle la partie pigmentaire qui n'a pas de neurones ou de photorécepteurs, mais qui a du pigment aussi pour absorber une partie de la lumière. Donc ça, c'est une chose. Et dans la partie nerveuse, évidemment, on va interpréter les rayons lumineux et je vous explique ça un petit peu sur cette diapo-là. Premièrement, c'est pas tant compliqué ici. On va commencer les voies visuelles, puis on va les faire complet éventuellement puisqu'on va progresser. Mais la difficulté que vous avez parfois, c'est de bien se situer. Puis quand on regarde cet agrandissement-là, c'est pas clair pour tout le monde, l'image du livre. Puis là, il y a des flèches, puis tout ça. Puis là, c'est pas trop évident. Pour qu'on se situe, on se souvient qu'il y a toujours les trois couches. On voit bien ici la sclère, choréide et la rétine qui est entre l'encadré ici. Ce qu'ils ont fait dans votre manuel, c'est que la zone dans le carré ici, c'est un agrandissement de cette région-là. C'est ce qu'on voit ici. OK? Et pour bien se situer, la couche du centre ici, c'est la choroïde. Okay? Donc ça, c'est la choroïde. La rétine, c'est tout ce qui est en jaune. Donc la choroïde, on reconnaît les vaisseaux sanguins, on est capable d'absorber la lumière parasite. Parfait. Maintenant, quand on regarde ici, la rétine,
je vous parlais de la partie pigmentaire. Ben, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment de rôle très important. Ben, pas important, mais c'est très simple. Le rôle, je l'ai dit tantôt, elle fait comme la choroïde. On absorbe la lumière parasite. Mais pour vous situer, on voit ici les cellules un peu de forme cuboïde, carrée, qui viennent s'appuyer sur la choroïde. Donc, ici, c'est vrai qu'on commence déjà à absorber la lumière qui frappe la rétine, puis on va continuer à absorber le surplus de lumière au niveau de la choroïde. La partie nerveuse de la rétine, ben, c'est tout ce qui est au-delà de cette première couche de cellules, donc tout ce qui est ici. Et littéralement, je le fais sur l'autre schéma ici, la lumière qui a passé la pupille cristalline, tout ça, vient percuter la rétine comme ça, s'en va jusqu'à la choroïde. C'est ce qu'on voit avec la flèche en jaune. Donc, la flèche que je viens de dessiner ici, des fois, vous avez de la difficulté à la visualiser sur l'autre dessin, mais c'est vraiment ça ici. Donc, le devant de l'œil éthique, avec mon point qui bouge, là, ce que je vous montre, on s'en vient comme ça, on frappe toutes les structures, la cornée, tout le kit, la pupille, peu importe. Mais quand j'arrive dans le fond de l'œil, on vient stimuler comme ça la rétine, puis on frappe la choroïde. C'est ce qu'on voit avec la flèche en jaune, c'est le trajet de la lumière. Et donc, la choroïde absorbe cette lumière. La couche pigmentaire de la rétine absorbe cette lumière aussi. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous expliquer la flèche en bleu. C'est la réponse nerveuse. Donc, comment ça se fait que la lumière qui frappe comme ça le fond de la rétine jusqu'à la choroïde, qu'est-ce qui se passe ici dans ces cellules-là pour générer un influx nerveux? Et on voit que l'influx nerveux circule à rebours. Hein? Donc, la lumière frappe comme ça, mais on s'en va dans l'autre sens et on voit les axones ici qui vont se prolonger pour former éventuellement le nerf optique. Donc, comment ça fonctionne? Je l'explique une fois, puis après, je le répéterai au pire pour les notes. Là. Il y a beaucoup de dessins et de structures, mais en fait, pour moi, il y a trois choses. Il y a les photorécepteurs. On verra tantôt qu'il y en a deux sortes. Donc, les photorécepteurs, qu'ils soient cônes ou bâtonnets, sont là pour capter, réagir à la lumière. Chaque cône, chaque bâtonnet, donc chaque type de photorécepteur, il y en a 4 au total, vont réagir à des longueurs d'onde différentes, ce qui nous permet de percevoir les différentes variétés de couleurs et tout. Donc, ils ont une forme un peu particulière, hein, un peu, justement, soit qu'il y a une forme aplatie, un peu comme ça, qu'on appelle un bâtonnet, ou une forme conique, comme ça, qui sont des cônes. Mais peu importe, c'est des photorécepteurs, c'est les premiers qui vont réagir à la lumière illustrée ici par la flèche en jaune. Et là, ce que vous regardez, oui, j'ai les photorécepteurs, comme ça, dans le fond de la rétine, hein, qui est comme le premier étage de la partie nerveuse de la rétine. Mais ces photorécepteurs sont reliés à une première cellule nerveuse ici. Donc, si je prends le photorécepteur que je pointe par la flèche, il est lui-même attaché à la cellule que j'ai encerclée, qui est le premier neurone. Le premier neurone impliqué dans la production d'influx nerveux associés à la vision. Ce neurone-là, il faut savoir par cœur son nom, c'est le neurone bipolaire. C'est pas cassé à la tête, il y a deux tiges ici attachées au corps cellulaire. C'est pour ça qu'on dit bipolaire. Ce neurone bipolaire est lui-même attaché, fait synapse en fait, c'est une synapse, il ne se touche pas physiquement, mais il y a une synapse avec un deuxième neurone. Et là, faites attention parce que son nom suggère que ce n'est pas un neurone, mais c'est un neurone en fait, qui s'appelle la cellule ganglionnaire. Et là, on s'en va de plus en plus vers la couche extérieure de la rétine. Ici, je suis dans la couche la plus profonde de la rétine, puis ici, je m'en vais en surface. Donc, techniquement, les rayons lumineux passent comme ça à travers la rétine, traversent toutes ces cellules-là, frappent le fond, absorbé par la choroïde et la partie pigmentaire de la rétine, mais en même temps, juste avant de disparaître ou être absorbé comme ça, va stimuler les différents photorécepteurs et une fois stimulé, va enclencher la production d'un influx nerveux dans les neurones bipolaires qui, à leur tour, vont enclencher la production d'un influx nerveux dans la cellule ganglionnaire qui est le deuxième neurone. Okay? C'est comme trois éléments qui vont être stimulés. Et là, la dernière chose qu'il me reste à vous dire, c'est justement c'est quoi le nerf optique, comment on se situe? Mais en fait, les cellules ganglionnaires, le deuxième neurone est stimulé, on reconnaît les dendrites, corps cellulaire, noyau, mais l'axone qui est ici, donc cette cellule-là, l'axone se prolonge comme ça, le deuxième comme ça, mais tous ces axones-là vont devenir éventuellement le nerf optique. Et ce que je viens de dessiner, je vais le refaire sur le gros dessin. Exemple ici, on ne le voit pas, mais maintenant ça c'est la cellule ganglionnaire. L'axone ici va continuer comme ça vers le nerf optique et continue dans le nerf optique. Donc le nerf optique, littéralement, c'est l'axone comme ça de ce neurone ganglionnaire. J'ai des milliards de cellules ganglionnaires, donc je vais avoir des milliards d'axones qui vont s'en venir comme ça et former
le nerf optique. C'est juste ça. Dans le fond, d'une autre façon de dire, c'est que le nerf optique est formé des axones des cellules ganglionnaires, étant le deuxième neurone stimulé au niveau de la rétine. Donc, je vous ai dit que je répéterais pour que vous ayez le temps d'écrire. Si on résume, de façon simplifiée, quand la lumière frappe comme ça la rétine, bien, la première chose, avant d'être absorbée, cette lumière, ces rayons lumineux par la flèche jaune, stimulent les photorécepteurs qui vont enclencher la production d'influx nerveux dans le neurone bipolaire, qui à leur tour va stimuler les deuxièmes neurones, les cellules ganglionnaires, et les influx nerveux produits par les cellules ganglionnaires vont se déplacer comme ça au niveau des axones et poursuivre leur chemin avec le nerf optique. Et une fois dans le nerf optique, on s'en va où? Ben là, tantôt, je vous montrerai justement quand je quitte l'œil, il y a d'autres voies visuelles. Donc, avant d'arriver dans les aires visuelles primaires associatives qu'on a déjà vues en séquence 5, ben, il y a différentes étapes. Donc, on verra justement à quel endroit on va aller se connecter et tout ça, mais ça sera pour tantôt. Je vous ai parlé un petit peu des photorécepteurs. Ben, on les voit en gros ici. Bâtonnet, cône. Je ne vais pas entrer en détail. Okay? C'est très complexe en fait. On ne réalise pas. C'est plus compliqué que les PPSC et PPSI que j'ai déjà enseigné. C'est tout un système de transduction visuelle. Il y a toutes les formes de protéines, l'opsine qui va changer de forme, qui va permettre. Donc on va essayer ici avec le disque rétinal et tout. Très compliqué et on ne va pas en ce détail-là nous autres. Mais je vous demande une base. Donc, ce que je veux que vous sachiez au moins, c'est que les bâtonnets, premièrement, c'est les photorécepteurs les plus nombreux. Okay? Donc, c'est ce qu'on a en très grande quantité. Ne permettent pas de voir la couleur. Les bâtonnets, c'est une vision de nuit. Hein? Ça nous permet de réagir aux différentes intensités lumineuses, mais on n'est pas capable de voir le bleu, le rouge, le vert, ou peu importe les différentes couleurs ou agencements de couleurs. Donc, c'est une vision qu'on dit nocturne généralement. Imaginez-vous, là, quand le soleil se couche, là, tout semble un peu gris, les couleurs plus fades, ben, c'est à peu près ça, sauf imaginez-vous, c'est en noir et blanc, hein, on ne voit pas de couleurs. Ils sont un peu partout, en fait, dans la rétine, et contrairement, puis là, pourquoi on les appelle bâtonnets? Ben, c'est simplement la forme, hein, donc on voit ici que c'est une forme de bâton, par rapport à ici où c'est plus conique, plus triangulaire. Et ceux qui sont triangulaires, justement, ben, on va parler de cône. On a beaucoup moins, ça c'est la première chose que je vous demande de savoir, on a beaucoup moins de cônes, mais ils sont très importants, ces photorécepteurs. Et ces photorécepteurs, il y en a 3 types de cônes. C'est simplement des photorécepteurs, qui réagissent à différentes longueurs d'onde. Donc, des longueurs d'onde qui peuvent être associées au rouge, des longueurs d'onde différentes qui sont associées au vert, exemple, au bleu. Et chaque bâtonnet, comme ça, chaque cône comme ça, il y a un certain nombre. Je dis des chiffres au hasard, maintenant j'ai 3 millions qui détectent le rouge, 3 millions le vert et tout. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est la stimulation de l'ensemble de ces 3 types de cônes-là qui nous permettra d'avoir toutes les variétés de couleurs. Jusqu'à un certain point. Donc, les cônes sont très importants pour l'acuité visuelle, la qualité de la vision. Okay? L'acuité visuelle, c'est cette capacité visuelle. Donc, meilleure vous avez une vision, plus grande est votre acuité visuelle. Et il y a des gens, ils sont plus rares, mais génétiquement, ils ont un cône de plus. Et ces personnes-là peuvent avoir des millions de couleurs de plus que la plupart des autres gens. Donc, des variétés de bleu ou de rouge qui vont varier. Et évidemment, des fois, on se pose la question, hein, vous peinturez l'appart avec votre chum, votre blonde, vous achetez un vêtement, est-ce que c'est vert pâle, vert bleu, vert gris, puis là, bon, on s'obstine un peu. Il n'y a personne sur Terre qui voit la même chose. Là. Les couleurs vont varier selon la quantité de photorécepteurs que vous avez. Il y a des gens qui ont plus de cônes que d'autres, plus de bâtonnets que d'autres, meilleure acuité visuelle. Il y a des gens qui ont plus de cônes verts que les cônes rouges. Bon, ça va varier grandement, évidemment. L'interprétation visuelle va varier grandement d'une personne à l'autre. Il y a même des gens qui souffrent de daltonisme, une maladie génétique, qui fait en sorte, donc génétique, c'est transmissible de parent-enfant, évidemment, et soit la piriforme qui est beaucoup plus rare, les 3 cônes ne sont pas existants, donc on ne voit pas du tout les couleurs, mais généralement, c'est 1 ou 2 cônes qui manquent, 1 ou 2 types de cônes, évidemment. Donc, il y a des variétés de couleurs qu'on ne voit pas. Donc, exemple, si vous n'avez pas les cônes qui réagissent au rouge, toutes les couleurs dérivées, les orangés, tout ça qui aurait du rouge, vous allez les interpréter de manière différente, évidemment. Donc,
ça diminue un petit peu l'acuité visuelle en termes de détection de couleurs, évidemment. OK, donc ça, c'est... Voilà pour ça. Ici, dans la rétine, il y a des régions particulières très importantes. Donc, je mets une vraie coupe de l'œil, soit ici, hein, sur une vision de côté, comme ça, avec le nerf optique. Donc, on reconnaît la cornée ici. Si on va voir dans la région comme ça, en jaune, ici, on va parler de la tache aveugle ou du disque du nerf optique, c'est la même chose. Et si on regarde directement le fond de la rétine, donc, c'est plus difficile pour vous autres de voir, je vais vous montrer sur un autre schéma, mais il y a ce qu'on appelle la macula, et à l'intérieur de la macula, il y a la facette centrale. Je vais vous montrer ça sur un schéma tantôt, je vais vous dire à quoi ça sert. Très important, 2 régions essentielles au niveau de la rétine. Puis le disque du nerf optique, la tache aveugle, ici, ben, c'est simplement l'entrée du nerf optique. Donc c'est ici qui se branchera à l'arrière de l'œil, le nerf optique. C'est une région qui est dépourvue, en fait, de photorécepteurs. Donc, déjà ici, 3 choses à savoir. Le disque du nerf optique ou la tache aveugle, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est la région où se connecte le nerf optique. Ça, c'est la première chose. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas de photorécepteur. Donc, tous les rayons lumineux qui percutent ici, vous n'êtes pas capable de les distinguer. Littéralement, vous ne voyez pas l'objet qui se trouve dans cette région de la rétine. Il y a un test très simple que parfois je fais en classe, puis ça fascine toujours. J'utilise une feuille de papier avec un rond puis un X, je fais fermer un œil, puis là, je vous fais regarder en croisé, puis je dis, regarde le X, puis approche-le de ton œil, puis à un moment donné, hop, il disparaît, tu le vois plus. Puis là, tu le ravances, plus près de ton œil, il réapparaît, tu le recules, il disparaît, tu le recules, il réapparaît. Il y a une région à une certaine distance de ton œil, qui peut être variable d'une personne à l'autre, qui fait que l'objet disparaît. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans cet angle-là, les rayons lumineux ont frappé ici et vous n'avez pas de photorécepteur, donc vous ne le voyez pas. Donc l'objet est inexistant pour vous. Vous allez être capable de détecter seulement les rayons lumineux qui vont frapper les autres régions la rétine. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une tache aveugle. C'est comme un angle mort. On ne peut pas interpréter tous les objets dans cette région-là. Donc, présentement, devant vous, c'est dur à croire, mais il y a des objets qui pourraient être devant vous et qui seraient juste invisibles à votre œil s'ils sont à la distance et dans l'angle qui fait que les rayons lumineux percutent justement cette région-là. Donc, il n'y a pas de fonction en soi, c'est une problématique. C'est simplement qu'on ne peut pas mettre de photorécepteur parce que c'est le point d'entrée du nerf optique. Il fallait bien avoir un endroit au niveau de la rétine pour le raccrocher à l'œil, donc au globe oculaire. Donc, voilà, c'est ça le disque du nerf optique ou la tache aveugle. La facette centrale qui se retrouve à l'intérieur de la macula, c'est important de comprendre une chose. En fait, si je fais un retour en arrière, là, juste pour être sûr, là, la macula ici que j'encercle, c'est une région... À l'intérieur, on va trouver la facette centrale. Donc, la macula, ce que vous allez noter maintenant, c'est une région très, très riche de la rétine. Donc, très riche en photorécepteurs. Donc, peut-être que vous pensiez que les photorécepteurs étaient, surtout en cône. Donc, vous pensiez peut-être que les cônes étaient distribués de façon égale un peu partout dans la rétine. C'est pas complètement faux, mais il y a une accumulation très forte de cônes ici, donc les photorécepteurs qui détectent la couleur, qui sont concentrés dans la fossette. On appelle ça une fossette parce que ça fait comme une petite dépression, hein, comme une petite cavité, une petite cuvette comme ça au niveau de la rétine. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cônes. Donc, si je vous pose la question, s'il y a beaucoup de cônes, pensez-vous que c'est une région qui permet une bonne qualité de vision ou une pas bonne? Bien, évidemment, c'est la région où on a la plus grande acuité visuelle. La macula, avec l'âge, on peut avoir une dégénérescence au niveau de la macula. C'est plus dramatique parce que si j'ai une dégénérescence ici, je vais perdre des cônes, ma vision va être affectée. Mais si j'ai une dégénérescence directement dans la macula, plus particulièrement au niveau de la facette centrale, je vais perdre un grand nombre de cônes, donc ma vision va être grandement affectée par ça. Et c'est pour ça que c'est une région particulière qui est importante dans le milieu médical, parce qu'on va analyser ça. Hein, l'optométriste va regarder ça, le médecin parfois, en regardant à travers votre œil, en utilisant une lumière, en regardant à travers la pupille. On peut évaluer parfois si la facette semble correcte ou affectée et tout. Et si on voit qu'il y a vraiment une affectation à ce niveau-là, on peut pressentir que la personne va avoir des problèmes importants au niveau de la vision, ou en tout cas, elle risque, parce que c'est une région très riche en photorécepteurs, en cônes pour détecter la couleur. Donc, grande acuité visuelle dans cette région-là. Et justement, il y a quelque chose que j'ai dit à quelques reprises depuis le début, et qui est assez fascinant, en fait, parce que c'est le seul endroit de votre corps que le médecin ou l'optométriste peut regarder
à l'intérieur de votre corps sans opérer, là, moi, je suis capable de regarder dans votre corps par vos yeux. C'est le seul endroit, on a une vision directe de l'œil. Hein, je l'ai dit tantôt, la pupille, c'est un trou. Donc, la rétine, c'est un des très rares endroits qui permet de regarder directement vos vaisseaux sanguins. Je ne peux pas voir les vaisseaux sanguins au niveau de vos organes, du rein, tout ça. C'est caché par la peau, les muscles et tout. Mais l'œil, c'est ce qui est intéressant. La pupille ne peut pas être complètement obstruée. Elle reste toujours ouverte, même si elle est dans sa taille la plus contractée. Donc, avec une lumière, on regarde, et on peut voir le fond de l'œil. Et là, votre instinct vous dit, bien évidemment, c'est important pour les maladies associées à l'œil et tout. Oui, mais le médecin peut s'en servir aussi pour détecter des problèmes pathologiques qui n'ont rien à voir nécessairement avec l'œil, qui sont un indicateur pour d'autres maladies, d'autres pathologies. Si je vais d'un point de vue de l'optométriste, ben, c'est sûr que, ou même de médecin, mais si on y va pour les maladies de l'œil, 2 maladies parmi tant d'autres qu'on peut détecter juste en regardant le fond de votre œil. J'en ai parlé il y a 2 secondes. La DMLA, dégénérescence maculaire, qui est associée à l'âge. Ben, plus que vous vieillissez, si vous avez travaillé avec des patients de 80 ans, ils sont sujets à cette maladie-là. C'est juste une destruction avec le temps, une destruction qui va des neurones, mais surtout des photorécepteurs dans la région de la macula, ce qui va avoir un impact important au niveau de la qualité de la vision. Donc, pour savoir où on en est, on peut évaluer la qualité ou la qualité de la macula en regardant directement le fond de l'œil, puis en détectant l'endroit où elle se situe au niveau de la rétine, parce que je peux voir ta rétine, je peux voir les vaisseaux sanguins. Une cataracte, plusieurs causes possibles, mais c'est généralement une opacification. Ça peut être au niveau de la cornée, mais ça arrive souvent au niveau du cristallin. Et si pour X raison votre cristallin devient opaque, bien, qu'est-ce qui arrive? La lumière ne passe pas. Souvent, il va prendre une teinte laiteuse et tout. Donc là, dans ce cas-ci, la lumière ne passe pas et vous pouvez devenir aveugle. Alors évidemment, en regardant dans le fond de votre œil, je peux voir la rétine, je peux voir les vaisseaux sanguins, mais je peux voir aussi le cristallin et évaluer si vous avez une cataracte ou pas. Dans certains cas, on peut opérer, on peut essayer d'arranger ça. On enlève une petite couche du cristallin, puis la couche du dessous peut être plus clair, donc ça va. Parfois, la cataracte est sévère, puis il n'y a pas grand-chose à faire. Mais peu importe, on peut évaluer. Et ici, c'est des maladies qui ne sont pas associées à l'œil, mais en évaluant les vaisseaux sanguins dans l'œil, au niveau de la rétine ou de l'œil, en fait, on est capable d'évaluer certaines maladies. OK? Donc, dans ce cas-ci, l'hypertension, c'est-à-dire un problème de pression artérielle élevée, et le diabète de type 2 est associé à ça. Donc, une pression artérielle élevée, vous allez étudier ça en détail en prochaine session avec le cardiovasculaire, mais dites-vous qu'une des causes d'une pression élevée, c'est que, en fait, c'est quoi une pression artérielle? Ça, c'est un vaisseau sanguin ici que je viens de dessiner. Bien, évidemment, la pression artérielle, c'est le sang qui circule comme ça dans le vaisseau, qui va faire, comment on dirait, qui exerce une certaine force, hein, va pousser sur les parois internes du vaisseau. Et c'est ça la pression artérielle. Donc, plus la pression est forte, plus qu'on pousse sur les parois du vaisseau. Si la pression est faible, dans ce cas-ci, là, on va pousser moins fort. Mais évidemment, je pose la question, si je prends un vaisseau sanguin comme ça et ça pousse très fort, par exemple, il y a un volume d'eau, de plasma, donc plus de sang. Si j'ai plus de sang dans le vaisseau, ça va pousser plus fort sur les parois. Si ça pousse plus fort sur les parois, donc on dit que la pression artérielle augmente. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et là, je pose une deuxième question. Si la pression artérielle augmente, est-ce que vous pensez que le vaisseau va être plus gros, gonflé, dilaté ou plus petit? Bien évidemment, ça peut dilater, surtout si c'est un petit vaisseau sanguin. Tu sais, on s'entend sur la aorte, une grosse artère, une artère fémorale, on ne verra pas de sens, mais un petit capillaire, un petit vaisseau sanguin tout petit, bien, ça va paraître, il va avoir un diamètre beaucoup plus grand. Et des vaisseaux de l'œil sont tout petits, tout délicats. Donc, le médecin, en regardant le fond de ton œil, s'il voit que l'ensemble de tes vaisseaux sanguins sont dilatés, ça peut suggérer qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur, que la pression est forte. Donc, tu as peut-être un problème d'hypertension. Tu as peut-être un problème de diabète de type 2 non réglé. C'était une des raisons qu'un diabétique qui n'est pas contrôlé peut finir par perdre la vue. Il peut avoir plein de problèmes, mais un des problèmes perd la vue parce que les vaisseaux, il y a tellement de pression dedans qu'ils vont éclater. Puis là, les cellules de l'œil sont plus nourries, entre autres au niveau de la rétine. Et là, on parle de la vision, évidemment, parce qu'elles vont finir par mourir. Pourquoi
Le diabétique de type 2, il a un problème de pression, puis que la pression est plus forte, vous êtes capable de l'expliquer, parce que vous avez étudié avec moi l'osmose. Donc, un diabétique qui n'est pas contrôlé, ses vaisseaux sanguins sont très riches en glucose. On a vu déjà que par osmose, plus tôt dans la session, l'eau se déplace vers le plus concentré. Donc, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que l'eau à l'extérieur des vaisseaux va entrer ou va sortir? Bien évidemment, si mes vaisseaux sont riches en glucose, l'eau entre par osmose dans les vaisseaux sanguins de l'œil. Puis ça, c'est vrai pas juste au niveau des yeux, ça se fait partout dans le corps. Et s'il y a beaucoup de liquide qui rentre dans les vaisseaux sanguins, il y a plus de sang, plus de volume, ça augmente la pression artérielle, ça dilate le vaisseau sanguin. Dans le fond, le diabète de type 2 qu'on détecte par l'œil, c'est pas la glycémie qu'on détecte ici, c'est le fait qu'il y a trop de pression dans l'œil. Et techniquement, on ne pourra pas faire la différence que ce soit un diabète ou une hypertension juste en regardant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les vaisseaux sont dilatés au niveau de la rétine, puis il y a probablement trop de liquide, trop de pression. Après, il faudra pousser. Prends ta pression, elle est élevée, bon, c'est un indicateur. Je prends ta glycémie est élevée, là, on se doute bien que c'est le diabète. Si ta glycémie est belle, c'est peut-être pas le diabète. Ça, c'est une autre histoire. Donc, tout ça pour vous dire que juste en regardant l'intérieur de votre œil, en regardant la rétine, les vaisseaux sanguins, on est capable de détecter ces différentes maladies-là, ce qui devient intéressant aussi, d'un point de vue biomédical. Autre problème, vu qu'on est dans la section pathologie, on parle, c'est assez fréquent, on entend ça souvent, le décollement de la rétine. En fait, le terme est très bien utilisé, c'est la rétine qui va se séparer de la choroïde et tout. Le cas classique, un jeune sportif ou une jeune sportive qui reçoit un coup à la tête, le choc est tellement fort que ça peut venir comprimer l'œil, puis des fois la rétine est déjà pas trop, des fois elle est mal accolée ou peu importe, puis on vient lui donner un coup comme ça, puis elle se décolle. Évidemment, ça peut être très dangereux, parce que si la rétine est décollée, vous pouvez perdre la vision. Ça dépend si c'est décollé pour de bon ou si elle se recolle. Les interventions médicales qu'on peut faire. Parfois, on dit juste à la personne de rester couchée, tête reposée, ferme les yeux, bouge pas de lumière, pas de stress, puis on va la laisser se déposer par gravité, puis ça se recolle. Ça peut arriver. Si le coup est particulièrement puissant, puis est vraiment décollé, puis on a brisé les photorécepteurs puis les neurones, là, c'est une perte de la vision, évidemment. Il y a des infections, il peut y avoir différentes maladies, des infections, de l'inflammation sévère et tout, qui peuvent favoriser aussi le décollement de la rétine. Et celui qu'on parle le moins, mais qui est pourtant relativement fréquent, c'est la dégénérescence associée à l'âge. Donc, plus que tu es jeune, plus qu'elle devrait être bien collée, mais avec l'âge, c'est comme n'importe quoi, les choses fonctionnent un peu moins bien, puis elle devient plus fragile, c'est fragilisé et a plus tendance à se décoller. Puis ça peut être spontané. Moi, j'ai eu un collègue dans un autre cégep qui, lui, un matin s'est levé, puis la rétine était décollée pour X raisons. Puis lui, il a été chanceux, on lui dit de rester couché pendant des semaines, ça s'est replacé, puis il n'a pas perdu la vision. Donc, c'est possible, ça peut se réparer, on peut faire des interventions médicales, mais parfois, c'est irréversible, puis on perd la vision, évidemment. Ici, je vais vraiment passer plus vite parce que je l'ai tout fait. Donc, c'est un excellent tableau résumé. J'ai parlé à quoi ça sert la sclère, la cornée. Donc, c'est vraiment les fonctions ici. Je vous ai dit tantôt, j'ai utilisé des termes différents, mais forme donne la forme de l'œil, protection. Donc, c'est la même chose. OK? L'emplacement, vous n'avez pas étudié le tableau, je vous l'ai montré sur un schéma, vous êtes capable de les reconnaître sur un schéma d'anatomie si ça va. La composition, je m'en fous un petit peu. Quel type de tissu conjonctif, c'est un aréolaire, dense irrégulier, régulier, on ne voit pas ça en classe, donc c'est pas nécessaire. Par contre, si tu vois le mot sclère, tu es capable de le situer sur un schéma et tu es capable de me dire à quoi ça sert. Donc, je les ai fait tantôt avec le schéma d'anatomie. C'est un rappel. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça va, mais je ne vais pas le répéter deux fois, là, évidemment, par souci de cohérence. Souvent, on parle de conjonctivite. C'est très fréquent. It, c'est une inflammation, gastro-entérite, inflammation de l'intestin, des muqueuses digestives, méningite des méninges. Bronchite des bronches, mais conjonctivite, c'est les conjonctives qui sont inflammées. C'est généralement suite à une infection. Maintenant, c'est quoi les conjonctives, puis à quoi ça sert? Donc, je vous montre ça sur un schéma. Pardon. Donc, maintenant, premièrement, une conjonctive, c'est un tissu conjonctif. Puis là, il y a un grand mot scientifique ici, là, qui a l'air bien compliqué, un épithélium stratifié squameux. Un épithélium, c'est généralement un tissu épithélial. Donc, c'est des cellules, des couches de cellules qui tapissent l'intérieur d'un organe, dans ce cas-ci d'un œil, exemple. Et il y a plusieurs sortes.
Un tissu épithélial est fait de trois sortes de cellules. Ça peut être des cellules rectangulaires, carrées ou aplaties, comme ça. Là, pour aujourd'hui, c'est pas important, mais c'est pas à noter. Les rectangulaires, on dit qu'ils sont prismatiques. Donc, on dirait que c'est un épithélium prismatique. Carré, on va dire que c'est un épithélium cuboïde. Mais quand vous voyez squameux ou pavimenteux, ça veut simplement dire que c'est des cellules plates. Donc, déjà, un épithélium squameux, ça veut dire que c'est une couche de cellules plates. Puis là, il y a deux sortes. Elle peut être simple ou stratifiée. Simple, c'est parce que tu as juste une couche de cellules. Stratifiée, c'est parce qu'il y en a plus, c'est des strates. Il y a plusieurs couches qui s'empilent l'une sur l'autre. Donc, quand on vous dit que la conjonctive, c'est un tissu conjonctif, c'est bon, mais c'est surtout, en fait, un tissu épithélial, stratifié squameux. En français, ça veut dire que c'est une structure qui est faite de plusieurs couches de cellules plates. C'est tout. Si ça avait été rectangulaire, c'est pas vrai, on aurait dit un épithélium stratifié prismatique. Donc, ces termes-là que vous allez revoir au cours de votre deck, c'est simplement pour signifier le type de tissu épithélial puis la forme qu'on a. Bon, je l'ai mentionné vu que c'était écrit. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir à quoi ça sert une conjonctive. Okay? Donc, il y a beaucoup de cellules dans une conjonctive qui sont des cellules qui sécrètent des substances. On les appelle les caliciformes. Ils ont une forme de calice, un peu comme un contenant. Et elles vont produire, c'est ça que je vais vous retenir, là, ces cellules caliciformes dans la conjonctive produisent des substances qui lubrifient l'œil. Donc, ça permet de garder l'œil dans un milieu humide et fonctionnel. On lubrifie, on s'arrange pour que la muqueuse ne soit pas asséchée. Très riche en vaisseaux sanguins, donc en plus de lubrifier, on a une fonction de nourrice pour fournir les nutriments à certaines régions de l'œil. Et il y a beaucoup de terminaisons sensitives, donc nerveuses, qui permettent de capter. L'œil, c'est une région très sensible, hein, capte la présence de poussière, d'irritants. Et pensez, si vous portez des verres de contact, une petite poussière, puis écoute, ça peut t'empêcher de fonctionner. Pourquoi? C'est parce que c'est une région très, très sensible, les conjonctives, justement parce qu'on veut protéger l'œil. Donc, c'est une poussière, un élément irritant ou dangereux qui peut irriter la cornée, bien immédiatement, on a une sensation très, très désagréable, justement, parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et qui vont nous forcer, justement, à enlever ou à remédier à la situation. Bien important de comprendre que ça ne recouvre pas la cornée. La conjonctive est très proche de la cornée, je vais vous montrer, mais si elle recouvrait la cornée, on serait aveugle, évidemment, parce que la lumière ne pourrait pas passer au travers. Donc, quand on se situe, on reconnaît le cristallin ici, les paupières avec les cils, donc ce repli de peau. L'espace ici qu'on appelle la fente palpébrale. Palpébrale, ça réfère à paupières en fait. Donc évidemment, il y a une fente comme ça qui n'est pas couverte par les paupières. Évidemment, les rayons lumineux passent par cette fente, percutent le cristallin en passant évidemment par la pupille. Donc la cornée, l'humeur aqueuse et tout ça. Donc les rayons rentrent comme ça ici. Ce que vous savez déjà évidemment. Maintenant, j'ai les paupières, les cils et tout. La conjonctive, c'est quoi? Bien, regardez bien. J'ai la cornée qui est ici. Et j'ai la conjonctive qui est en fait juste derrière la paupière, comme ça. J'ai ce que je pointe là avec le crayon, qui vient comme ça recouvrir ce qui est derrière la paupière, donc une partie ici, et l'autre qui vient épouser comme ça la forme du globe oculaire. Donc c'est toute ça la conjonctive. Produit des substances qui vont lubrifier la cornée, le devant de ton œil comme ça, extrêmement important. J'ai ça en haut, j'ai ça en bas de l'œil évidemment, donc on reconnaît les conjonctives ici. On sépare la conjonctive. Donc, une conjonctivite, c'est évidemment une inflammation suite à une infection généralement. Donc, une bactérie, exemple, qui passe derrière la paupière, qui vient se loger ici. Puis là, ça génère de l'inflammation, de l'inconfort et tout. Une réponse de défense. Donc, c'est à ce niveau-ci ou en bas ici. Maintenant, il y a deux sortes de conjonctives. Si je suis situé comme ça, derrière la paupière, OK? Donc, on va dire que c'est la palpébrale, parce que c'est paupière palpébrale. OK? Donc, c'est une chose. Et j'ai l'équivalent en bas aussi, qui est juste comme ça, derrière la paupière. Et j'ai aussi la conjonctive qui recouvre le globe oculaire, donc on va dire bulbaire, parce que le globe oculaire a une forme de bulbe. Donc là, ça serait la section ici qui vient s'appuyer sur le globe oculaire, même chose en bas ici. Donc, c'est deux types de conjonctives. Ceci dit, ils ont la même fonction, c'est le même tissu en continu. On voit qu'ils sont reliés. La seule différence, c'est qu'elle n'est pas positionnée au même endroit. Et on l'a dit tantôt, la conjonctive bulbaire ne va pas continuer sur la cornée. On serait aveugle. Donc, aussitôt que la cornée commence, on arrête la conjonctive. Fait que conjonctivite, on est vraiment dans cette région-là, en haut, en bas, évidemment. OK? Donc, ça, c'est la première chose.
Ensuite, on a d'autres glandes qui vont produire des substances lubrifiantes, mais un peu plus graisseuses, plus riches en lipides. C'est souvent ce qu'on va avoir au cours d'une nuit. Parfois, là, on a comme des résidus sèches qui vont se coincer un petit peu entre la paupière et tout. Ben, c'est les produits de la glande tarsale. Donc, les glandes tarsales, j'en ai ici, j'en ai en haut. C'est vraiment des glandes qui sont situées derrière la paupière. Encore une fois, un petit peu comme les conjonctives, c'est des glandes qui produisent des substances qui lubrifient, mais dans ce cas-ci, c'est une substance riche en lipides, donc c'est plus graisseux un petit peu, et mais rôle de lubrification aussi, sauf que là, on parle vraiment de glandes, donc c'est plus gros que les cellules calciformes qu'on retrouve dans la conjonctive. La production est accrue aussi en termes de production de substances. Donc voilà pour l'anatomie de l'œil, en fait. Et maintenant, ce qui va me rester à vous parler, c'est plus au niveau du mécanisme, la physiologie. Donc, comment on fait pour produire une vision? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe pour justement que vous soyez capable de détecter les objets de votre environnement?